Sunday Night Production. La vraie charge mémorielle, c'était se dire, OK, le courage dont ils ont fait preuve, l'abnégation, le don de soi, l'engagement total, la capacité à tenir pour le copain qui est à côté, ça, on avait l'ambition, on avait la volonté, l'avidité qu'on nous la donne par providence divine ou autre, mais d'aller la chercher et de dire, oui, on a la prétention de vouloir s'en emparer pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est pour le côté charge mémorielle. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Avant de nous plonger dans cet épisode, permettez-moi de vous partager 3 choses. Tout d'abord, un grand bravo à ceux qui sont devenus finishers sur Race Across France, mais aussi très prochainement sur Race Across Belgium, car je sais que vous êtes dans votre processus de préparation pour Race Across France. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont franchi la ligne, mais aussi à ceux qui ont eu l'audace d'être sur la ligne de départ. Ensuite, un immense merci à cette formidable équipe qui m'entoure et sans qui rien ne serait possible. Grâce à cette équipe, des centaines de personnes se sentent aujourd'hui bien plus fortes, et cela pour le reste de leur vie, car devenir finisher ne se résume pas seulement à ce simple mot. Derrière se cachent des valeurs qui vous accompagnent pour la suite de votre vie, et sur lesquelles parfois il faudra prendre appui. Et enfin, permettez-moi de vous inciter à prendre le départ et à participer à la prochaine Race Across France by Van Rissel, mais sur la distance 200 km. Vous êtes nombreux à m'envoyer parfois certains messages m'expliquant que cette discipline est beaucoup trop exigeante ou les kilométrages est beaucoup trop important. Eh bien, nous avons créé un 200 km by night, la meilleure façon de découvrir l'ultracyclisme, car cette épreuve se déroulera entièrement de nuit avec un départ à 21h. 200 km by night sur Race Across France by Van Rissel. Rendez-vous sur la ligne de départ et sur le site racecrossseries.com. Je suis avec Maxime Noto aujourd'hui. Bonjour Maxime. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de t'avoir face à moi de manière digitale, parce que tu n'es pas en face de moi aujourd'hui. On a quelques centaines de kilomètres qui nous séparent, mais je suis très très heureux de t'avoir sur ce podcast, de t'avoir sur le podcast Ultra Talk. Ça va être un épisode très complet. On va y parler d'efforts, on va y parler d'ultra, dans différents sens d'ailleurs, dans différents domaines. On va parler cyclisme, mais on va surtout parler histoire. Parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, Maxime, on est le 1er juin, en fin d'après-midi. Tu viens avec tes camarades de réaliser un projet, en tout cas moi, qui m'a beaucoup touché quand on me l'a présenté, qui a fait qu'avec l'équipe de Sunday Night Production, on a voulu le mettre sur le podcast. Tu vas nous en parler, mais c'est surtout que c'est chargé d'histoire, parce qu'au moment où est diffusé l'épisode, on est quelques jours plus tard, on est le mercredi 5 juin, juste avant le 80e anniversaire du débarquement qui a eu lieu le 6 juin, mais je rappelle un petit peu l'histoire, c'est que le débarquement, si vous êtes un petit peu intéressé, aurait dû avoir lieu le 5 juin. Et puis, pour des diverses raisons, il a été décalé au 6. Donc voilà, 80 ans, jour pour jour, ça sera le 308e épisode du podcast Ultra Talk. Donc voilà, on va parler d'histoire, on va parler du débarquement, on va parler avec Maxime et son équipe de ce qu'ils viennent de réaliser en vélo, et tout ça a un lien. Vous êtes peut-être en train de vous dire quand vous nous écoutez, mais c'est quoi le lien entre le débarquement, le cyclisme, l'ultra c'est quoi le lien ? Je vais laisser Maxime nous présenter le projet qu'il vient en équipe de réaliser. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet, Maxime ? Ouais, merci déjà tout d'abord en propos liminaire de donner l'opportunité de mettre un peu de lumière sur ce projet qui nous tenait vraiment à cœur. Nous, c'est qui? C'est les Chemins de la Liberté. C'est un petit groupe de militaires et de civils qui sont issus de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui est un peu le cinéma des armées, et qui se mobilisent pour des projets en fait solidaires. Là, dans le double cadre des 80 ans du débarquement de Normandie et de l'opération avec nos blessés, qui est une opération qui est supervisée par l'armée de terre depuis 2017 et qui a pour but de témoigner du soutien des armées et de la population aux soldats blessés en opération. On s'est dit, il y a un coup à jouer à la fin mai, début juin, en réalisant
un truc qui nous trottait dans la tête quand même depuis quelques temps, à savoir reprendre la Voie de la Liberté depuis la borne 00 à Utah Beach jusqu'à la borne 1147 à Bastogne en Belgique, en suivant au plus près que possible la voie empruntée par la 3e armée américaine du général Patton en 44. Et ça, ce projet, il devait déjà naître il y a quelque temps et on pouvait pas parce que c'était trop, parce qu'on n'était pas prêt, parce que ça impressionnait encore, parce qu'on se donnait pas, on se donnait pas les chances de le faire. Et là, on s'est dit bon allez, on y va, on arrête de réfléchir, on pose le cerveau, on la tente et ça a marché. Donc oui, c'est bon, on l'a fait. Donc c'est quand même 1300 km, hein. Voilà, faut repositionner, donner un petit peu de chiffres, effectivement. C'est 1350 km, c'était le tracé initial, comme tu l'as dit, le plus près possible. Oui, sur le tracé initial, effectivement, on partait sur 1350 km. Après, on a eu un départ très compliqué et on a réadapté au vu du timing qu'on se donnait. Parce qu'on a pris les choses un petit peu en fait dans le sens inverse. Plutôt que de se dire ok, il faut qu'on roule le plus vite possible, on s'est dit il faut qu'on arrive vendredi. Alors on aurait très bien pu faire. Quand on est arrivé dimanche soir à Utah Beach pour prendre notre Airbnb, on avait une pancarte, c'était assez rigolo, nous montrait qui nous montrait Bastogne à 505 km. Et là, on s'est tous regardés en disant, on s'est fait blouser, il y a un truc. Pourquoi nous, on part sur 1300 alors que c'est à 500 bornes en ligne droite? Et on s'est dit, OK, le but du jeu, c'est d'être pragmatique, d'aller vers l'objectif, comme on sait le faire dans notre métier de militaire. Donc, on a adapté en conduite, comme on le fait au quotidien dans notre boulot. Et ben, on a fait quelques concessions, une route trop dangereuse, trop passante. On disait bah non, on prend pas, on va couper, on va faire des détours. Et ça a permis en fait d'intégrer tout le monde aussi et de rendre l'aventure beaucoup plus au final vivante et rigolote. On était parti également dans l'idée de faire de l'autonomie complète, d'être en bivouac tous les soirs. On a fait un premier bivouac lundi soir à Rennes sous la pluie. On s'est dit ok, on va se réorganiser et demain il faut absolument qu'on roule au chaud, quoi. Enfin, qu'on roule au chaud et qu'on dorme au chaud le soir. Donc voilà, au total on est sur une trace à 1152 km. Ouais, c'est aussi en lien avec l'ultra-distance, l'ultra-sport, hein, tout simplement. Hein, c'est réadapter ce qu'on avait imaginé. Les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Donc, hop, on a un plan B, on a un plan C. Mais l'essentiel, c'est d'avancer vers son objectif. Vous étiez combien, Maxime, dans ce projet? En fait, on était 7. On était 7 de base, donc 4 cyclistes. Il y a 3 militaires et un civil. Et on avait une petite équipe log qui nous suivait également, avec donc une pilote, le community manager, enfin la community manager, pardon pour elle, et une photographe qui, elle, pour le coup, menait un vrai travail de reportage photo qui s'inscrivait directement dans le cadre de la mission de l'ECPAD. Et à partir de mercredi, dès lors qu'on est arrivé à hauteur de Chartres, on a un autre camarade qui a pu se libérer de ses obligations professionnelles et qui nous a rejoints pour terminer l'aventure jusqu'à Bastogne. Super, c'est vraiment un très beau projet. Donc on va parler un petit peu quand même de débarquement, puisqu'on est dans les commémorations, dans la semaine justement où on fête le 80e anniversaire du débarquement. C'est quand même une terre chargée d'histoire. Moi, je ne suis pas du tout originaire de cette région-là, mais j'ai un lien assez particulier, puisque comme je te l'ai expliqué juste avant d'ouvrir les micros, je suis le fondateur, l'organisateur de Race Across France, qui existe depuis 7 ans, et Race Across France, pendant 4 ans, je l'ai fait passer là-bas, sur les plages du débarquement. Et en tant qu'organisateur, je passais avec la tête des participants, et je m'arrêtais. J'ai même emmené mon fils, qui fête ses 20 ans aujourd'hui, au moment où on enregistre, à la pointe du Hoc, pour qu'il puisse s'imprégner, parce que je trouve qu'il y a une ambiance. Voilà, c'est chargé d'histoire, ça se ressent, c'est assez particulier. Et donc, quand j'ai créé Race Across France et que j'étais en train de tracer le parcours, je suis en très bon terme avec les propriétaires de Race Across America. Et quand je leur ai dit que je faisais Race Across France, ils étaient ravis et ils m'ont dit, tu sais, nous, en France, il y a un truc que tous les Américains connaissent, ce sont la plage d'Omaha Beach. Le débarquement, tous les Américains connaissent où ça se situe.
Il y a d'ailleurs le cimetière américain qui se situe pas très loin des plages, qui est, je crois, tu vas me dire si je me trompe, mais qui est un morceau du territoire américain. Je crois quand on entre et qu'on veut visiter, que l'on visite le cimetière, c'est une concession et donc il faut avoir son passeport sur soi. On ne peut pas rentrer sur cette partie de terre. Et en tout cas, voilà, je trouve que c'est vraiment imprégné d'histoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit mon parcours, où effectivement, on passait Utah Beach, Omaha Beach, vers la pointe du Hawk, et j'étais vraiment impressionné par tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce débarquement ? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a touché très particulièrement ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce débarquement qui a eu lieu il y a 80 ans maintenant ? Le débarquement en tant que tel était plus un prétexte. C'est assez particulier à expliquer pourquoi est-ce que cette zone avait une forme de magnétisme. Enfin, je suis désolé de verser un peu dans le lyrisme, mais ouais, il y avait un magnétisme qui se dégageait de cette zone-là. Ça donnait envie d'y aller. Quelque chose de très pragmatique, c'était pas loin de Paris. Faire un départ d'un bel événement, d'une belle épreuve, d'un endroit qui était chargé d'histoire, la Normandie, ça s'imposait en fait tout naturellement. Très clairement, je suis d'accord. Ouais. Et en fait, on se dit ouais, mais au-delà du pragmatisme, en fait, tout est parti de là. Et encore autre chose qui est peut-être un peu lyrique ou capillotracté, mais quand j'ai découvert cette voie de la liberté, je me suis dit mais c'est pas possible. En fait, il y a un parallèle avec ce que certains de nos camarades peuvent vivre dans leur vie de militaire quand ils sont blessés. Et il y a un parallèle également avec l'ultra. Et je me suis dit c'est pas possible. Les mecs ont débarqué, ils ont vécu, ils ont perdu leur jeunesse, ils ont vu la mort de leurs camarades, ils ont vécu des choses exceptionnellement fortes et chargées en émotions, alors qu'ils étaient pour la plupart juste sortis de la minorité. Ils avaient à peine 20 ans. Ils ont traversé l'Atlantique, ils sont venus ici pour se battre pour libérer l'Europe du joug de l'envahisseur. Et ils arrivent jusqu'à Bastogne après un parcours complètement hallucinant. Je me suis dit, mais en fait, en ultra, on part d'un point A à un point B, en passant par toutes les émotions possibles, en ayant envie d'être là, mais en voulant en partir tout de suite, mais en y revenant, en étant content quand on est arrivé. Et en fait, voilà, je sais pas, tout coïncidait et tout venait à dire, mais en fait, il faut que ça parte de là. Il faut que ça parte de Normandie. Et, et en fait, des voies de la liberté, pour être au plus proche de l'histoire, il y en a trois. Il y en a notamment une qui s'arrête à Strasbourg et qui était celle des gars de Leclerc. Et on était tenté de la faire également, mais pour le coup, c'était pas assez long. Donc on s'est dit non, il faut qu'on fasse plus, qu'on aille plus loin. Et du coup, c'est la voie de la liberté empruntée par l'armée de Patton, la troisième armée américaine, qui a su nous saisir. Et puis aussi parce que ça traversait le Luxembourg, qui était une découverte complète pour nous en termes de pratiques sportives. Et puis Bastogne, qui quand même dans nos esprits de fanas de cyclisme, résonne de manière toute particulière, quoi. Bien sûr. On va parler également de ces bornes qui sont assez impressionnantes, parce que pour avoir roulé là-bas, les cyclistes qui ont roulé là-bas, on a tous vu ces bornes assez impressionnantes qui font 1m20, je crois, de haut, et on parlera justement de quelles sont les différentes caractéristiques des cycles, en tout cas, qu'il y a sur ces bornes. Mais je voulais juste revenir qu'effectivement, et je termine sur ce chapitre d'histoire, et puis après on rentrera dans le déroulé, justement, les bornes, à quoi ça signifie. Parce qu'il y a la borne 0 et la borne 00, tu nous expliqueras effectivement l'histoire aussi par rapport à ça. Mais effectivement, dans la nuit du 5 au 6 juin, moi j'ai repris un petit peu l'histoire en préparant cet épisode, mais ça a été juste une armada incroyable qui s'est positionnée sur cette partie du territoire, puisqu'il y a 2727 bateaux de types divers et variés qui se sont positionnés en remorquant 2500 engins de débarquement. Tout ça escorté par 590 navires de guerre, dont 23 croiseurs et 5 cuirassés. Débarquement qui a eu lieu le 6 juin à 3h44, où les premiers bombardiers ont commencé à larguer leur cargaison sur les plages choisies. 13 000 parachutistes. Enfin, je reprends le mot que tu as utilisé, magnétisme. C'est vrai que... alors après,
c'est peut-être l'émotion qui me fait parler comme ça. Moi qui suis guidé par mes émotions, on a fait un épisode d'ailleurs avec Camille dans la tête d'un cycliste, un épisode sur les émotions qui va prochainement sortir, mais on ne peut s'empêcher d'avoir des flashs, d'imaginer. Moi, quand j'ai visité la Pointe du Hoc et qu'on surplombe cette plage, on ne peut pas rester insensible et de se dire mais comment ces mecs-là ont fait en fait, comment ils ont pu s'en sortir. Enfin voilà, ça reste assez impressionnant. J'invite toutes les personnes qui ne se sont pas encore rendues sur ces lieux, n'hésitez pas à y aller en famille, vous plongez un petit peu dans l'histoire, ce qui fait qu'aujourd'hui on est libre. C'est quand même ça qu'il faut se dire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est libre. C'est il y a 80 ans, au moment où on se parle, l'histoire était sur le point de basculer. Tu as fait le lien également, Maxime, avec l'ultra-distance. Ce qui est important de préciser, c'est que dans votre équipe, l'ultra-distance permet à un des membres de l'équipe de se reconstruire en tant que blessé de guerre, c'est ça ? Oui, correct. Ouais, c'est exactement ça. Et ce qui est étonnant, c'est que sa pratique existait avant la blessure. Alors, Il était sportif avant. Est-ce que cette personne était cycliste avant, était sportive? Alors, je pense que quand on est dans l'armée, on est forcément oui, sportif, voilà, c'est ça. mais est-ce qu'il y avait une pratique qui était déjà là? Et en fait, au moment où moi je l'ai rencontré, parce qu'à la base, c'était quelqu'un qui était plus gradé que moi, que je croise en opération. Et comme ça, on dit, ah putain, c'est un tel, ah ouais, mais tu le connais, ouais, 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 c'est une légende. Bon, bref, on rigole un peu comme ça, mais voilà, c'est des noms, on se suit, il y a des échanges, voilà, hiérarchiques, et au gré des mutations ou autres, et des contacts, on se retrouve à être au même endroit au même moment et à parler un petit peu vélo. Moi, je venais d'arriver sur Paris, et lui il me dit, bah ouais, moi je roule pas mal, on peut aller rouler une fois ensemble si tu veux. Bon, bah, ok, très bien. Lui équipé de pieds en cap, les prolongateurs, les sacoches. Je me dis, ok, d'accord, c'est quoi ce SPAD? Pourquoi il est équipé comme ça? Je venais tout juste d'acheter un gravel, j'arrive en short avec les Vans aux pieds. Et puis il s'avère que le contact passe bien. Étant un peu bête, je pousse fort sur les pédales, j'arrive à le suivre. Et je me dis, ouais, ouais, ok, ça marche quand même bien. Et vu que les rapports hiérarchiques par ailleurs étaient bons, on se lie d'amitié. Et puis on commence à envisager des projets cyclistes en commun, notamment une BTT en 2021. Et puis c'est une forme aussi un peu de parcours initiatique où lui en fait m'apprend l'ultra distance, m'apprend bah voilà comment gérer aussi l'alimentation, les sacoches. À être ouais, pragmatique là encore, à dire ok, on s'adapte en permanence. Et puis une phrase aussi que je retiens et qu'il a dû me sortir toute première fois qu'on faisait une sortie ensemble: n'oublie jamais que en ultra, euh, quand tout va bien, tout peut aller mal, mais quand tout va mal, C'est tout tellement peut aller vrai. bien. Tout peut aller bien. Ah, mais complètement. Et en fait, ce truc-là, je l'ai gardé en tête en disant bon, c'est un peu une palissade, mais c'est pas con quand même ce qu'il dit. Et il s'avère que notre histoire grandissant, on fait d'autres événements et puis apparaît un peu ouais ce syndrome de stress post-traumatique qui est identifié, qui surgit voilà subitement. Et là en fait on participe ensemble à la Born to Ride en 2022. Et il a ça avec lui, pas dans la sacoche, mais dans la tête. Et il roule avec ça. Et quand on est arrivé à Biarritz après les 1200 kilomètres, en fait, là, je sais pas ce que lui en penserait, mais moi, c'est mon intime conviction que il avait réussi à prouver qu'il avait repris contrôle sur son corps et sur son esprit, et que l'accomplissement, il était là. Et ça, il l'avait vécu, en fait, grâce à l'ultra. Et il était dans ce parcours du blessé comme sur la route d'un ultra. À se dire, bah, quand c'est compliqué, quand c'est la merde, se dire que ça peut s'améliorer. Se dire que quand ça va, il peut y avoir des rechutes, mais il faut que ce soit, il faut l'avoir en tête et avoir la capacité de l'encaisser. Et je pense que il l'a vraiment, et ça a été un apprentissage extrêmement, extrêmement fort pour moi aussi, un apprentissage en termes de
d'amitié, de liens fraternels, familial également, parce que par ailleurs, c'est devenu le parrain de mon fils. Il y a un parallèle qui est, voilà, c'est peut-être un amoncellement de signes sans connexion particulière. J'aurais la prétention de croire que non, il y a bien autre chose et que le dénominateur commun, bah, c'est ce mot d'ultra. Et je pense que c'est aussi pour ça que qu'on t'a sollicité pour dire, bah, s'il te plaît, est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière là-dessus parce qu'il y a Ah, quelque chose. mais complètement. Complètement, c'est vrai que tu parles des hauts, des bas. Moi, j'explique comme une sinusoïde, effectivement. Hein, dans l'ultra, bah, tu auras des moments où tu vas te sentir très euphorique. Tu ne sentiras plus les pédales, tu ne sentiras plus le sommeil, plus la douleur, un peu comme en lévitation. Et puis, ben, généralement, c'est dans ces moments-là, il faut se dire, ah, attention, ça devrait Ouais. pas tarder de s'arrêter. Et là, tu te retrouves quelques minutes ou quelques heures plus tard à l'opposé, tout en bas de la sinusoïde, où là, ben, tu roules à 5 à l'heure sur le plat. Et ça, il faut savoir le gérer. Il faut savoir le gérer, il faut l'accepter déjà. Il faut accepter d'être dans cette phase-là. Et aussi se dire que le corps va se relancer. À un moment donné, comme tu dis, reprendre le contrôle, bah, le corps va effectivement, à un moment donné, avoir ce reset et tu vas repartir et tu verras que quelques heures après, bah, tout ira beaucoup mieux. Et si tu as déjà eu cette expérience-là, derrière, tu peux à nouveau retomber dans ce cycle, tu le maîtriseras beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est aussi l'expérience. Mais en tout cas, c'est un beau témoignage, Maxime. Je reviens sur votre parcours. Donc, vous êtes parti de la borne 00. Explique-nous, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, quelle est la différence entre la borne 0 et la borne 00? Alors, au-delà simplement de l'aspect numérique, la borne 00 est à Utah Beach et la borne 0 est à Sainte-Mère-Église, qui est à une dizaine, 10 ou 13 kilomètres, je crois, de la plage. Sainte-Mère-l'Église, qui est effectivement la première ville, première commune française à être libérée le 6 juin 1944 après justement la Ça. bataille de Normandie. Et après, l'aspect le plus symbolique aussi dans l'histoire de Sainte-Mère-Église, c'est l'assaut aéroporté américain et notamment ce fameux parachutiste dont la voile reste bloquée Exactement. Ouais. sur le toit, sur L'église. le clocher, Ouais. non, sur le toit de l'église. Sur le clocher, ouais, sur le toit de l'église. Ouais. Et cette séquence-là, elle est immortalisée, notamment dans le jour le plus long. Et à l'heure actuelle, on voit encore sur le toit de l'église de Sainte-Mère-Église un mannequin avec cette voile accrochée, ce parachutiste qui est pendu assez suspente. Donc voilà, il y a ces double points de départ parce que oui, le débarquement a lieu le 6, mais en fait, dès le 5, il y a les premiers parachutages et le réel coup d'envoi de l'opération de débarquement, enfin de l'opération de libération, et le 5. Et alors, par-nous, ces bornes, justement, alors elles ont été, à quoi elles ressemblent? Parce que pour les personnes, ça va être difficile visuellement de l'expliquer, mais ce sont des bornes qui sont relativement hautes, qui sont blanches, Alors, sur lesquelles il y a des sigles qui ont une correspondance. je vais utiliser un parallèle culture de masse dont je vous prie tout de suite de m'excuser de la trivialité. Vous voyez R2D2, et ben, vous le prenez, vous le posez sur un socle en béton de 400 ou 500 kilos et vous lui mettez une flamme, une torche qui est similaire à celle que tient la Statue de la Liberté dans sa main C'est ça. à New York. Et vous mettez le bornage, le numérotage kilométrique. Et voilà, R2D2 se transforme en symbole du débarqueur. Ouais, c'est bien expliqué, effectivement. Blague mise à part, c'est effectivement un cylindre de béton d'à peu près un mètre de haut. Il y a cette fameuse flamme donc de la liberté qui traverse les flots parce que ces flots, ces petites vagues bleues, bah, représentent l'opération de débarquement. Vous avez le bornage kilométrique en blanc sur fond rouge et vous avez également, Les étoiles. que je vous dise pas de bêtises, euh, souvent des inscriptions aussi sur l'endroit précis où elle se trouve, le nom de la commune, et sur quel type de voie on se situe, si c'est la voie de la troisième armée américaine ou notamment celle de la division Leclerc. Exactement. Il y a également les étoiles. Il y a 48 étoiles parce qu'au moment du débarquement, les Oui, États-Unis d'Amérique étaient constitués de 48 États. c'est ça. Elles sont positionnées tous les kilomètres. Et donc, en fait, cette initiative revient au commandant Guy de la Vasselet, qui était détaché auprès de la mission tactique française, donc
près la troisième armée américaine. Et en fait, témoin de l'engagement total de ces soldats américains, de ces libérateurs, ils se disent, c'est pas possible que des gens qui ont quitté père et mère, traversé l'Atlantique et viennent se battre ici avec une flamme, voilà, une flamme non pas de revanche, de haine, mais voilà, de victoire, euh, reste sans témoignage, sans reconnaissance. Et il arrive en fait, par le biais de différentes démarches et de mobilisation, à lancer cette dynamique de commémoration. Et il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises, le projet est très frais. Alors, le projet est très frais, mais pas mon cerveau à l'heure à laquelle je vous parle. Je crois que c'est dès 1947 qui pose les premières. Oui, c'est ça. Le projet a été en tête 45, je crois, tout de suite derrière. Ils ont décidé effectivement de mettre ces bornes et ça s'est mis en place tout de suite derrière. Tout à fait. Et c'est juillet 47, je me permets de regarder sur Internet, juillet 47 pour la borne terminale à Bastogne. Et pour lui, c'est un humble témoignage de la reconnaissance de la France à l'endroit de ces soldats libérateurs. Et c'est vrai que c'est toute la partie Normandie, elles sont très bien conservées. Et de toute manière, ce sont des lieux aussi sur lesquels on se rend d'un point de vue touristique, mais du Complètement. tourisme historique. Ouais. C'est la même chose également à Bastogne. Des fois, elles apparaissent beaucoup plus anodines quand quand on va être en Mayenne, dans la Beauce ou autre. Et c'est assez étonnant parce que moi, ça me rappelle, étant plus jeune, de passer devant et de me dire, ah bah tiens, c'est un truc militaire, mais sans avoir cherché plus avant la signification. Et c'est aujourd'hui, en ayant parcouru ce chemin, je me dis, mais oui, mais en fait, c'est là depuis le début. Et en fait, on a tous dans nos communes des ronds-points Patton, des avenues de la Troisième Armée américaine, enfin des places de la Ouais, Liberté, avenue de la le nom des Libération. générales, effectivement. Le nom du général Patton et d'autres qui ont participé à cette préparation du débarquement, on les a tous en tête. Les Américains également sont très, très fiers d'avoir participé, d'avoir mis en place ce débarquement. Moi, tu vois, en discutant, en ayant cette conversation, Maxime, je repense. J'ai une anecdote sur ça, c'est que pas la première fois que j'ai été aux US, mais lorsque je me suis rendu sur la côte ouest, donc participer à Race Across America. Alors je ne sais plus si c'est en 2013 ou en 2015, mais toujours est-il que dans l'avion qui m'a emmené à Los Angeles, il y avait un ancien du débarquement, il avait 90 ans, je m'en souviens très bien, ou 95 ans je crois. Je te parle ça il y a 10 ans. Eh bien, toutes les personnes qui étaient présentes, tout le personnel de bord, voilà, le personnel de bord et le pilote ont voulu faire une photo avec lui. Enfin, on sentait qu'il y avait vraiment de fierté. Alors, il était peut-être plus âgé que ça. C'est vrai que je me souviens de cette personne qui était très âgée, mais qui avait toute sa tête et qui était très lucide et qui était totalement autonome et indépendant. Mais bien, tout le personnel de bord et les pilotes ont voulu faire une photo avec lui au débarquement. Ça m'avait énormément marqué. Ça me revient dans cette discussion, tu vois. Donc, revenons à votre projet, Maxime. Oui, tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais quand on est arrivé dimanche soir à Utah Beach, on a vu effectivement énormément de touristes américains. Américain, ouais. Pareil, quand on est allé à Sainte-Mère-Église quelques minutes après. Donc, on a fait notre prologue, on a fait les 15 premiers kilomètres à vélo dimanche soir. Euh, il y avait également sur le parking qui est au pied de l'église énormément de touristes et même de militaires américains en uniforme. Oui, oui, Et c'est donc, ça, tout à fait. nous étant également issus d'unités militaires, on est allé les voir en leur présentant notre projet. Et puis aussi parce que, en fait, on était extrêmement heureux de pouvoir saisir l'occasion et de se dire, hey guys, c'est un humble, un humble témoignage, une humble reconnaissance qu'on vous apporte ici. Est-ce qu'on peut faire une photo avec notre petit drapeau et puis vous dire merci. Et en fait,
les personnes, en l'occurrence, donc c'est un groupe d'officiers, étaient extrêmement, ouais, je pense, émus, du moins sensibles à la marque d'attention. Et puis, on a dit, mais enfin, comment ça se fait un petit peu que vous soyez là? Parce que les commémorations vont arriver dans quelques jours, dans 2 semaines. Pourquoi vous êtes déjà là, quoi? Et en fait, ça fait partie, pour ces militaires et pour les personnes civiles qu'on a croisées, bah, d'un parcours ouais, mémoriel. Il y a les ferries qui arrivent à Cherbourg, et ben ils ont Utah Beach, ils ont le cimetière de Colville, Exact. Montgomery, et ils ont Sainte-Mère-Église. Et la petite dame qui tenait le bistrot dans lequel on prenait un verre me disait, mais on les voit tous les jours. Et effectivement, en tournant la tête, bah, ça parlait franglais à toutes les tables. Et c'était vraiment marquant. Et même quand lundi matin, on a pris la route. Alors, ça va être ma question, Maxime. Ça va être ma question, Maxime, sur le moment du départ. Je ne sais pas comment poser ma question sans être trop dans l'émotion, mais le moment du départ, vous êtes comment tous les 7? Est-ce que vous êtes dans votre... vous êtes en 2024? Ou est-ce qu'il y a quand même comment dire, des flashs du passé? Est-ce qu'il y a eu de l'émotion en tant que vous êtes sous le drapeau? Euh, Comment s'est passé le départ? C'était quoi? C'était de l'émotion de réaliser ce projet? C'était un petit peu de stress sur les plus de 1000 kilomètres qui vous attendaient? Parce qu'un départ, généralement, en ultra, on en a parlé, il y a quand même de la peur, du stress, de l'émotion. Comment est-ce que vous avez vécu ce départ-là? C'est pas une course, hein, on est très clair là-dessus, mais c'est un projet quand même de cyclisme d'ultra, parce que vous avez des milliers de kilomètres à faire en un minimum de temps, mais quel était l'état d'esprit à ce moment-là? Alors, je veux pas décevoir en disant cela. L'aspect mémoriel était peut-être relégué au second plan, dans la mesure où on a tous des parcours militaires qui vont être différents, et au sein desquels le débarquement n'a pas la même signification. Personnellement, ayant commencé dans un régiment parachutiste qui est né en 1951 en Indochine, mon, mon, mon apprentissage militaire, ma culture militaire résonne plus en fait en Asie et dans les djebels que sur les plages du débarquement. Donc, pareil pour d'autres camarades qui étaient présents. Pour autant, la vraie charge mémorielle, c'était se dire, OK, le courage dont ils ont fait preuve, l'abnégation, le don de soi, l'engagement total, la capacité à tenir pour le copain qui est à côté, ça, on avait l'ambition, on avait la volonté, l'avidité qu'on nous la donne par providence divine ou autre, mais d'aller la chercher et de dire oui, on a la prétention de vouloir s'en emparer pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est pour le côté charge mémorielle. Après, oui, beaucoup de stress parce qu'on se dit, OK, en termes physiques, comment ça va tenir? Est-ce que ça va aller? Est-ce que mon vélo, oui, on a préparé notre manip, mais avec enfin, comme tout le monde dans ce pays, mais avec des emplois du temps qui vont à 100 à l'heure, on se dit, OK, est-ce que j'ai bien tout fait? Est-ce que j'ai rien oublié? Donc, il y a toujours ce stress, très bête aussi, mais des conditions météo, à se dire, bon, bah, C'est vrai qu'on tombe sur une année où les conditions météo, effectivement, sont très pluvieuses, hein. Cette année, c'est très humide tous les jours. ça a des bienfaits sur les nappes phréatiques, j'ose l'espérer, mais là, c'est plus possible, je n'en puis plus. Alors, Mais comment se sont étalées vos étapes? C'est-à-dire que les étapes étaient constituées de combien de kilomètres? euh, initialement, le premier bloc, on avait scindé en deux blocs. On avait un bloc de 600 sur 2 jours et un bloc de 700 sur les 3 jours restants, avec un bivouac au chaud, parce qu'on était en famille le mardi soir. Euh, on s'était dit, OK, on va partir donc de Sainte-Mère-Église, rallier Avranches, Saint-Malo et faire un bivouac, enfin, voilà, dormir sous un abribus ou autre à Rennes, à hauteur de Rennes le lundi, et après reprendre la route au milieu de la nuit pour arriver au nord du Mans. Donc là, on avait dévié la voie de la Liberté de manière très simple, hein, parce que axe trop passant et parce qu'on voulait aussi ce bivouac au chaud pour pouvoir recharger les batteries humaines et puis aussi des appareils électroniques, quoi. Donc on avait sur ces deux blocs 2 journées, une à 300 et une autre à 293. Et après,
Deuxième bloc sur lequel on s'était pas fixé de manière catégorique un bivouac dans la nature, mais avec des étapes à 271, 260 et 193 pour celle d'hier. Au final, on a eu une blessure dès le premier jour, donc on a essayé de faire tenir. Voyant les contraintes et les problèmes mécaniques rencontrés, le temps perdu à droite à gauche, on a dit OK, part directement sur Rennes. On a réduit du coup l'étape à 225 km. On a trouvé un camping en crash parce que la community manager a consulté en même temps Internet, nous a trouvé le camping, nous a dit OK, il va pleuvoir qu'à partir de 3 heures du matin, donc entre minuit et 3 heures du matin, vous dormez comme vous pouvez, et puis vous verrez bien demain matin, il fera jour quand vous repartirez. Effectivement, on est reparti. On a bien eu la pluie à partir de 3 heures du matin. On est reparti à 5 ou 6 heures, effectivement, sous la pluie. Et on a passé l'étape pour le coup, à 220 km, où là aussi, on a un peu dévié de notre route initiale, en passant un peu plus au nord de la Voie de la Liberté. Mais ça nous a permis aussi d'offrir à toute l'équipe un repos qui était vraiment nécessaire parce que, et sans faire de mauvais jeu de mots, la pluie, elle nous a vraiment séché sur les 2 premiers jours. Ouais, ou rincé, tout dépend. Tout dépend, mais c'est vrai que la pluie, alors là, prendre une averse quand on fait du sport, quand on fait du vélo, si c'est vraiment une grosse averse, en 2 minutes, on sent l'eau couler sous le, tu sais, dans le dos, là, au niveau du cou, tu sens l'eau qui commence à rentrer, et là, tu te dis, bon, là, ça va être compliqué. Et si ça continue comme ça, ça frigorifie, hein, tout dépend des températures, mais généralement, t'as quand même très froid, Là, il faut vraiment gérer, hein. Une journée de pluie entière, c'est compliqué, hein. 2, 3 équipementiers sportifs à qui je peux faire des retours sur la Des qualité retours. du matériel et l'imperméabilité des tissus. Là, il n'y a aucun problème, je peux leur écrire ce soir. Est-ce que Maxime, à un moment donné dans cette aventure, de la pluie tous les jours, enfin de la pluie, de la forte pluie, on est vraiment mouillé, ça peut faire que certains messages négatifs arrivent au cerveau en se disant, bon là on va s'arrêter, on avait prévu un exemple de faire 300, on va faire que 200. Est-ce qu'à un moment donné dans cette aventure, même si vous étiez 7 puis 8, puisque une huitième personne vous a rejoint, mais est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes regardé en disant, bref, est-ce qu'on va jusqu'au bout, est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'il y a eu ce moment de doute et comment vous avez fait le lien avec l'histoire et ces personnes qui se sont lancées dans ce débarquement, comme tu l'as dit, à peine sorties de l'adolescence. Est-ce qu'il y a eu un lien par moment dans vos têtes ou pas du tout? Ou est-ce que vous avez une mission à réaliser, vous êtes allé au bout de la mission, quelle que soit la météo? Très clairement, oui, la pluie. Alors, déjà, on connaît ça assez bien dans notre métier, les conditions météo, on vit avec, donc c'est une donnée qu'on sait gérer. C'est pas pour autant qu'elle n'emporte pas de conséquences sur notre état moral, mais on sait que ça va jouer. Là, ça a pas loupé. Quand on prend effectivement, je crois que mercredi, on a fait 270 km, on a pris 13, 12 ou 13 heures, pause comprise, 12 ou 13 heures de flotte. On a été constamment sous la pluie. Alors comment vous l'avez géré ça? Comment vous l'avez géré, Maxime? Parce que j'ai connu ça des journées entières sous la flotte, pardon. J'ai mâché 2 mots, mais j'ai connu ça. Et moi, la technique que j'avais utilisée quand j'avais une assistance avec moi, c'était effectivement de faire 2 heures de pluie, de m'arrêter, de me changer intégralement, de faire sécher pendant les 2 heures suivantes les vêtements dans les aérations de la voiture et de me rechanger. Et c'est comme ça que j'avais réussi à traverser la France. Il y a plusieurs années de cela, mais comment vous l'avez géré? Parce que 7 bonhommes, 8, tu peux pas les changer comme ça et faire sécher toutes leurs affaires en l'espace de 2 heures. Alors comment vous avez géré le fait d'être mouillé? Est-ce que vous vous êtes changé? Est-ce que vous avez trouvé des techniques? Alors, pour le coup, il y avait quelque chose qui était quand même de notre côté. C'est que oui, il pleuvait, mais non, il faisait pas froid. Que pour le coup, avec l'effort et chaque étape, on était quand même à environ 2000 de D+, sur des parcours qui sont casse-pattes. Ça monte, ça descend en permanence. Donc en fait, oui, mouillé en descente, en position aérodynamique, on prend le froid, on a l'impression que les gouttes vont rentrer
au plus profond notre chair, mais dans 200 mètres après, on prend un mur à 5%, 8%, et on a tout de suite, on se réchauffe. Donc oui, il y a plu, mais non, il y a pas fait froid. Donc après, au bout d'un moment, notamment en fin de journée, au gré de la fatigue, et puis aussi un peu, c'est physiologique, mais du cycle alimentaire, quand on est un peu dans une phase de creux, il y a un moment où tous les mobiles se rencontrent, température, fatigue, alimentation, et là on se dit, ok, il faut un petit peu une sorte d'électrochoc où ben, on fait un vrai arrêt, là on rencontre l'équipe log, et puis à la base, notre projet, c'était vraiment autonomie complète, ce qui était un peu en dissonance avec la présence d'une équipe log, un peu voilà, c'est suppliciel comme Ah oui, 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 situation où on dit par eh ben nous, expérience, puisque nous je on l'ai a à vécu, manger, c'est. ouais, Ouais. voilà. Tu sais que tu peux avoir un premier choix à tout moment, mais après, il faut rester effectivement concentré sur l'objectif initial et surtout dans la direction vers laquelle vous voulez aller. Et quelles ont été, est-ce que tu avais une ou deux anecdotes, Maxime, sur ce qui vous est arrivé pendant cette semaine sur le vélo, justement, pour se remémorer l'histoire? Est-ce qu'il y a des rencontres, peut-être? Parce que, comme tu l'as dit, là, tu nous as parlé tout à l'heure de cette anecdote avec les officiers américains la veille du départ, mais sur la route, quand vous vous arrêtiez, ne serait-ce que dans un petit café, boire un café ou dans une boulangerie, parce que quand on fait de l'ultra à vélo, généralement on cible les boulangeries ou les petits commerces pour se ravitailler, mais quand vous expliquiez qui vous étiez et ce que vous étiez en train de réaliser, quelles étaient les réactions? Ah, au final, on a eu assez peu l'occasion de le faire parce que, et c'est absolument pas pour jeter l'opprobre sur les communes et les régions traversées, mais il y avait une coalition des boulangeries fermées. Déjà, le lundi en Normandie, c'est un no-go complet. Je sais pas comment ils font pour s'alimenter en pain ou en quiche ou autre, mais il y a pas de boulangerie ouverte. Donc déjà, ça, c'était rideau. Et pour le coup, c'était une donnée quand, oui, on était équipés, on avait du gras, on avait du sucré, on avait des électrolytes, on avait tout sur nous. Mais il y a un moment, on se dit, OK, bah, c'est bien de dépoiler un peu ses stocks, mais ça fait du bien de ça. Manger un bon sandwich, jambon de pays, fromage. Non, rideau, c'était fermé. Donc là, on se dit, ah, bah, tiens, déjà, le premier coup de canif dans le plan initial. Donc on a croisé, et après, ça s'est révélé sur tout le long de la trace. On a croisé assez peu de boulangeries parce que aussi, on voulait s'écarter des grands axes. Donc on traversait peu de grandes villes, parce que aussi, on traversait une France profonde qui subit aussi une désertification un peu en termes de petits commerces. Donc, on n'a pas eu tant l'occasion d'expliquer notre démarche. Si, en revanche, il y a deux anecdotes qui, pour le coup, me font rire. Euh, la première, c'est que on a des gens qui ont participé à cette épreuve qui sont des cyclistes non pratiquants. Ça paraît une aberration de dire que des vélotaffeurs ou tout simplement des gens qui utilisent le vélo comme moyen de déplacement à Paris pour aller sur leur lieu de travail puissent s'aligner sur une épreuve d'ultra. Ils l'ont pas fait parce que c'était une épreuve d'ultra. Ils l'ont fait parce que derrière, la cause, c'était en fait le soutien aux blessés et l'hommage à nos anciens qui sont venus libérer cette terre. Euh, et au bout d'un moment, ça faisait, je sais pas, plus de 200 kilomètres qu'on roulait. Et j'ai le camarade qui me dit, ouais, j'ai vu passer des gens à côté de moi. Et je dis, mais tu sais, il y a personne. Et lui aussi, en fait, se rend compte qu'il y a personne. Et je lui dis, mais là, t'es en train de toucher du doigt, t'es en train de piocher dans les réserves. Et en fait, tu t'approches de la réalité de cette expérience-là. Et moi, c'est ce qui me fait, c'est cette ivresse aussi de l'ultra. Oui, il y a ce lâcher prise, hein. Il Il y y a a ce ce lâcher côté, prise, oui, il tout y à a fait. ce côté grand bleu également. On a envie Tout d'aller à fait, piocher exactement. toujours plus loin pour se dire, mais oui, j'ai envie de m'enfoncer dedans et j'en parle avec des frissons parce que moi, je sais que je vais écouter tel type de playlist. Oui, ça va me faire avancer, mais il y a un moment, si au moment il faut être bête et faut avancer fort parce que les conditions sont mauvaises, parce qu'on est en retard, parce il faut arriver au bout. Ben, je sais que je vais mettre une musique particulière et là, je vais m'enfoncer en moi-même et il y a que les jambes qui vont parler en fait. Et en fait, je dis, mais va chercher ça, le truc le plus intéressant, au-delà de l'hommage, de l'accompagnement de nos camarades blessés, c'est va te faire plaisir, va chercher ce moment où en fait, c'est plus toi qui commande et où tu es rentré à l'intérieur de toi-même et cette forme d'ivresse, de dédoublement, enfin, ouais,
il y a quelque chose de très jouissif là-dedans. Et quand on arrive, on a la chance d'accéder à ce petit stade-là, on se dit, waouh, je viens de me faire une vraiment très, très belle expérience, là. Donc, il y a cette anecdote-là où, moi, lui, ça l'a fait rire. Moi aussi, bien fatigué, j'ai eu l'impression que le camion log, il était 10, 12, 15 fois derrière moi. Et je me disais, ah, ok, c'est bon, je vais pouvoir faire un signe aux copains et aux copines. Et je me retournais et il y avait le vide intégral, en fait, derrière moi, à part la pluie. Et je me disais, ok, c'est bon, je suis vraiment en train de piocher, là. Et après, un autre truc qui était rigolo, c'était jeudi, dans la montagne de Reims, où en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de travailler dans le vignoble. Et il y a un mec qui est sorti avec un petit chariot élévateur devant moi. Et j'essayais de rouler fort. Et en fait, on était en côte. Et le mec, je rattrape son chariot élévateur. Et je passe à côté de lui. Il me dit, mais non, mais vous pouvez pas me dépasser comme ça. Et donc, je le dépasse, j'avance. Puis, bon, bah, les jambes sont bonnes, je continue à pousser. Et puis tout d'un coup, j'oblique à gauche, et puis là, je vois le pourcentage qui explose, qui passe à 2 chiffres. Et puis, allez, je me dis, allez, je continue à pousser. Puis j'entends le bruit qui se rapproche. Et puis, le gars qui s'approche de moi, qui est juste à côté de moi, et puis qui me regarde, et puis un peu à l'anglaise, un peu à la Johnny Wilkinson, à la fin d'un crunch, il me regarde, il me fait bah, un peu, bon, bah, sorry, good game, quoi. Et il me dépasse, et il me dépose juste là, et il s'arrête. Et moi, il me reste encore, je sais pas combien de mètres à monter. Et je me suis dit, bah ouais, c'est des rencontres un peu toutes bêtes, mais qui ont une saveur particulière parce que voilà, il y a un petit échange avec la personne qui est à côté et voilà, ça n'a pas de lien particulier avec la pratique du l'ultra, mais les circonstances ont fait que ça m'a bien fait rigoler et que dès que j'ai retrouvé les copains, je me suis dit, oh bah tiens, en fait, il m'est arrivé ça et ouais, c'est bonheur. Mais c'est vrai que comme tu l'as partagé, cette expérience un peu, ce syndrome grand bleu, je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes, ou de sportifs, pas forcément cyclistes, mais également les trailers qui peuvent le connaître parfois à ce moment. C'est ce qu'on peut appeler aussi l'état de flow, hein. C'est-à-dire qu'il y a une réelle déconnexion et c'est tellement enivrant que c'est ce que tu retiens d'après la pratique et qui fait que tu as envie de le retrouver. Hein. Beaucoup cherchent à déclencher cet état-là. C'est difficile. Hein. Personnellement, je pense que c'est associé. C'est plusieurs symptômes. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que tu tombes dans cet état-là. Je pense pas que tu tombes dans cet état-là quand tu es frais, quand tu viens de partir, et ça t'arrive pas 1 heure et demie après. Non. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de durée, de difficulté, de concentration, de perte de concentration, de fatigue, de sommeil. Voilà, il y a plusieurs critères qui font que quand tu tombes dans cet état-là, c'est vrai que ça te marque et c'est tellement enivrant que tu as envie d'y revenir. Et puis j'avais une question ensuite, Maxime, c'est sur le passage aux frontières, hein, le Luxembourg, la Belgique, là aussi. Est-ce que c'est des territoires que vous avez découverts quand vous passiez devant ces bornes comme ça, qui étaient comme ça positionnées à Thionville, Luxembourg, Arlon, Bastogne, la dernière justement, ville qui a été libérée le 10 septembre 1944, hein, donc plusieurs jours, quelques mois après le débarquement. Comment se sont passées justement ces heures de sel au Luxembourg? Alors là, ça a probablement été quelques heures, puisque c'est quand même un petit pays, mais comment se sont passées la traversée du Luxembourg et l'arrivée en Belgique? Bah, le Luxembourg, au tout début, ça n'a pas été spécialement agréable parce que très, très passant. On trouvait que ça roulait fort à côté de nous parce qu'on était sur les axes routiers. On trouvait que ça roulait fort, que c'était pas spécialement intérêt. Ouais, ça nous charmait pas. On n'était pas spécialement enivré. On était peut-être pas aussi de bonne humeur à ce moment-là. On dépasse Luxembourg en tant que tel. Là, la fatigue se sentait quand même vraiment bien. On savait qu'on allait arriver, mais il y a aussi un petit peu ce côté lassitude en mode bon bah c'est bon, on est arrivé jusque là, on peut nous la donner l'arrivée maintenant, elle est acquise en avant quoi. Donc un peu de lassitude et puis au final on s'engage sur une piste cyclable, on dit ouais ok super une piste cyclable merci, on voudrait voir un peu de pays. Et puis là on se dit eh ben en fait mais c'est des génies, ils ont des pistes cyclables qui sont des réseaux parallèles aux axes routiers et qui en fait traversent toute la campagne, tous les vallons, vont profondément dans les forêts et et là, pour le coup, à la différence de la France, chez eux, il ne pleut pas. On se rend compte d'avoir une C'est étonnant superbe pourtant, tu lumière vois. de C'est étonnant. En Belgique. ouais, mais c'est ça. Une belle lumière de fin de journée.
les rayons du soleil qui percent à travers les forêts de sapins, la petite rivière, c'est pas possible, c'est super beau. On traverse un tunnel sous une colline et on sort. Et là, une petite route qui surplombe une rivière. Et là, on n'a plus le bruit du vent, même presque comme si le vent relatif s'effaçait. Bon, peut-être aussi parce qu'on roulait pas très vite. Et on voit cette lumière qui perce à travers les sapins. Et on se dit, mais on est en train de vivre un moment particulier. On continue à s'avancer dans le Luxembourg. On se rapproche de la frontière belge. Et là, bah ouais, clairement, on se dit, mais en fait, ce pays est superbe. Et les descentes, c'est des pousses au crime. On est à la descente, les coups de pétard dans la foulée à 8-10%. On est en danseuse, on se réengage directement sur une descente en virage. On lève la tête, on voit une chapelle au bord de la route, on voit le soleil qui est en train de se coucher, légèrement masqué par les nuages. Je me dis, mais ouais, c'est limite onirique. On se dit, mais on a vraiment de la chance. On regarde les copains, il y a la fatigue, on sait qu'on commence à toucher au but, qu'on va aller la chercher, la borne à Bastogne. Et, euh, et aussi que c'est la première fois que tout simplement en vélo, on a l'opportunité, on a la chance d'aller jusque-là. Et ça donne une dimension toute particulière à ce territoire. Et puis après, le passage en Belgique, il est rigolo également parce que, en fait, c'est une toute petite borne et on voit d'un côté l'insigne du Grand-Duché du Luxembourg et puis de l'autre du Royaume de Belgique. Et on se dit, mais en fait, elle est là, la frontière. Et effectivement, la voiture avant la borne, elle est immatriculée Luxembourg et la voiture juste après, elle est immatriculée Belgique. Et, euh, et là, on rentre à quoi? Une toute petite vingtaine de kilomètres de Bastogne. Et pareil, des forêts superbes, très belles descentes, des pétards à prendre en danseuse et puis après en mettant tout à gauche parce que en fait les pourcentages font qu'avec la fatigue, les vélos chargés, bah on est à fond. Vous aviez pesé vos vélos, Maxime? Moi, je sais pas, je pense qu'ils étaient on était à ouais, un bon 14 kilos. Sachant qu'on avait des gilets trail dessus avec la nourriture complète parce que bah le groupe aussi Ouais, parfois ça se était pratique. éclaté. Donc, Et puis ça se pratique beaucoup aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit les gilets de trail arriver dans l'ultra et c'est totalement logique. C'est totalement logique. Et je pense que les équipementiers vont faire quelques ajustements parce que là, ce sont des gilets qui sont principalement empruntés du trail. Mais il y a de fortes à parier que dans les mois ou dans les années à venir, les équipementiers cyclistes l'intègrent dans les tenues. ouais, Ouais. Restrap en Restrap le fait propose déjà déjà, un. hein, Enfin, tout à va en fait. proposer un. Je crois que j'ai vu la pub il y a peu de temps. Mais effectivement, c'est opportun parce que moi, je sais que dans la configuration dans laquelle je suis, j'ai un bidon avec les électrolytes, un bidon avec plus quelque chose d'énergisant type enfin, les Berocca ou Taurine pour voilà pour se stimuler et ça je l'utilise vraiment quand la fatigue commence à se faire sentir, mais des fois en fait j'ai juste besoin d'eau et je veux rien de plus que de l'eau normale, de l'eau plate. Et ça les deux flasques que je peux mettre dans le gilet trail, en fait ça va très bien, l'accès est facile. Quand je suis en montée ou autre, j'ai pas besoin de me contorsionner pour aller chercher ma gourde. Et dans l'effort, voilà, ça me donne juste satisfaction. J'avais besoin d'eau, je l'ai, je continue à grimper. Et ouais, ça c'est très bien. Donc on était, oui, dans les 14 kilos. Il y en a notamment un qui avait un vélo qui était un Monster Cross, qui n'était pas configuré pour faire de l'ultra. Bon, lui, pour le coup, est vraiment gaillard, donc c'était pas spécialement impressionnant pour lui. C'était en rapport avec sa puissance. Mais les vélos étaient lourds. Donc avec la fatigue aidant, quand on passe cette frontière, on se dit ça y est, on touche au but, quoi. Et puis après, l'arrivée sur Bastogne, Comment ça se passe justement? Comment ça se passe cette arrivée sur cette dernière borne justement, place Macroleaf. Comment se passe cette arrivée? On vous attend? Il y a du monde qui vous attend? Ou est-ce que c'est comme en ultra, bah, ça se fait en toute discrétion? Comment se passe cette arrivée, le moment où on déclipse et on pose le pied à terre pour la dernière fois? Comment ça s'est passé pour vous ça? bah, en fait, ça s'est passé avec une émotion particulière parce que, pour être tout à fait franc, il y avait un attendu, un peu une espérance, à savoir que l'an dernier, quand on a fait la BTR Saint-Malo-Biarritz, la dernière étape donc, qui allait nous amener au phare de Biarritz, je crois que les 50 derniers kilomètres, bon, à notre humble niveau de pratique,
On était dans les 28 ou 30 km/h de moyenne et on était à bloc. On était en mode débile, la tête dans le guidon, mais on était à fond. On venait de faire une semaine de vélo. On avait déjà 1100 km dans les pattes, mais il fallait qu'on finisse à bloc. Et je sais pas pourquoi on n'avait pas communiqué avec mon camarade, donc notamment celui qui est blessé. Mais on s'est dit, OK, on finit à fond de balle, on vide les soutes, on lâche tout. Et parce que notre devise dans notre pratique, c'est on n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Et on s'est dit, on va à fond, à fond, à fond toucher ce phare. Et ça a été tellement d'émotions et aussi de réponses à certaines questions, de messages délivrés en disant, OK, voilà pourquoi on l'a fait, que cette année, on se disait, on fait pareil. On va y avoir droit, on va goûter au même bonheur, au même plaisir, on va faire la même arrivée. Bah non, parce que il y a la blessure, on n'a pas les cannes, parce qu'il y a plus la fatigue et on voulait se dire non, mais allez, s'il te plaît, donne-nous ça, Dieu de l'ultra, donne-nous de finir en apothéose avec ce sentiment d'être tous les deux et exaucés. Les 10 derniers kilomètres, on les fait à fond de balle et quand on arrive donc sur ce léger faux plat montant et qu'on voit, on bifurque à gauche là et on voit 300 mètres plus loin la borne, la dernière borne. On se dit, OK, sprint final, on voit nos camarades aussi de la team logistique qui sont déjà en place, la pilote qui a un drapeau de notre unité militaire et qui fend l'air en disant, allez les gars, photographes et community manager qui sont à fond en train de crier. Bon, on l'avait vu la borne, hein, on savait où elle était, mais de nous dire, allez, venez, venez, venez ici. On arrive à fond, on arrive voilà, à s'accrocher la main, à rouler voilà, tout à droite ouais, on arrive devant la borne et là on déclipse, le vélo il tombe, les jambes sont plus ou moins tétanisées et on tombe dans les bras l'un de l'autre. Et parce que on se dit oui, ok, on est allé au bout et encore une fois, on a essayé de donner un maxima de ce qu'on pouvait au regard des capacités qui étaient les nôtres, quoi. Et est-ce que l'évolution de ce projet, Maxime, était suivie en interne dans vos différentes unités? Est-ce que c'est quelque chose qui a été relayé, qui a été suivi? Oui, c'est suivi. Euh, après, je dirais en toute honnêteté que allez, soyons pas négatifs. Il y a énormément de sollicitations, il y a énormément de travail. Donc, un projet comme celui-ci jouxte d'autres initiatives. Donc, tout ne peut pas être mis en avant comme on l'espérerait. Euh, Évidemment, les gens sont derrière nous et on a des facilités de la part de notre commandement. On fait un ultra, pour nous, c'est une semaine de travail. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent avoir cette chance-là de rouler en étant payé. On n'est pas coureur pro et de défendre une cause qui nous fait vibrer. Donc ça, c'est une chance inouïe. Et pour ça, on leur est infiniment reconnaissant. Maintenant, le sujet nous tient tellement à cœur qu'on aimerait que ce soit une banalité, que tout le monde se dise, mais bien évidemment, ça nous intéresse, bien évidemment, on réagit, bien évidemment, on abonde la cagnotte en ligne et bien évidemment, nous aussi, on va donner tout ce qu'on peut. Bon, c'est pas possible et les réactions sont pas toujours là. Maintenant, ce sur quoi on table, nous, et la vraie récompense qu'on a, c'est que, entre copains et copines, on est allé au bout de cette aventure, que, là encore, en dormant 3 à 4 heures par nuit, il y a eu un engagement total, don de soi, le regard vers le copain ou la copine avant le regard vers soi. Et tout était réuni au final pour que ça marche et je pense que on était dans le vrai, ouais. Parle-nous justement, Maxime, de cette cagnotte, justement, parce qu'il y a aussi, je dirais qu'il y a, c'est pas deux missions, mais il y a quand même deux mouvements pour lesquels vous avez pédalé, hein. C'est avec nos blessés, mais il y a aussi les gueules cassées. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, en fait, l'opération avec nos blessés induit pas directement en fait un versement de fonds ou une collecte de fonds, par exemple comme le Téléthon. Nous, on s'engage également pour le Téléthon en hiver, et sur une épreuve moins de
100 km. Et en été, on fait un format long. Enfin, en été. Fin du printemps, on fait un format long pour les blessés. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de collecte de fonds. Nous, on s'est dit cette année, on va en faire une. Il s'avère qu'il y a diverses associations en fonction des différentes armées, et il y a des associations qui travaillent pour toutes les armées. Et en fait, notre camarade qui est blessé, lui, est ressortissant de l'Union nationale des blessés de la face et de la tête, qui est plus connue sous le nom des gueules cassées. Dans la mesure où lui est membre de cette association parce que reconnu officiellement comme blessé de guerre psychique, on s'est dit tout naturellement, en fait, on va collecter de l'argent pour eux. Donc, on a fait ça de manière aussi un petit peu artisanale dans notre coin, en ouvrant une page Lydia et en disant, voilà, on a cette page-là, venez abonder la cagnotte et au bout d'un certain moment, la page sera clôturée et on ira remettre à l'association, au président de l'association, un chèque et le montant récolté. Donc, cette association-là a accueilli notre initiative avec aussi une forme d'étonnement parce que c'est pas eux qui ont sollicité la démarche. Bien sûr. Ça a été chouette aussi de pouvoir leur dire excusez-moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Et ça rend l'expérience aussi encore plus significative. Exactement. Quand on dit que le copain en est membre, quoi. Ouais, exactement. Non, mais c'était vraiment c'était hyper inspirant, hein, je le dis, sur Ultra Talk, c'est vraiment le but, c'est de partager des histoires vraies de personnes qui ont fait des choses, en tout cas, moi je trouve ultra ordinaires, et le lien entre l'histoire et ce que vous avez fait, voilà, j'avais envie de partager cette histoire. Donc on arrive sur la fin de l'épisode, Maxime. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Ouais, le message que je voudrais faire passer, c'est que la blessure n'est pas une fin, que ça peut même être des fois le début de quelque chose de nouveau. Alors c'est facile à dire pour moi qui suis bien portant, bien vivant, mais que et c'est surtout un message à l'endroit de mon camarade en question, il sait pouvoir compter sur nous. Et c'est surtout un message que je veux adresser à tous les autres qui sont blessés physiquement ou psychiquement. Euh, vous êtes pas seuls, les gars et les filles. On est là aussi pour vous aider, on peut vous accompagner. Et surtout, il faut se dire que le propos est laborieux, mais parce que c'est chargé aussi d'émotions. Il faut se donner la possibilité d'être accompagné. Ouais, je comprends. Il faut prendre la main qui est tendue parce que c'est pas du misérabilisme, c'est pas de la pitié. On le fait pas parce qu'on a pitié, on le fait parce qu'on les aime. Et la personne en question, on essaye de l'accompagner parce qu'on l'aime et parce qu'on veut lui dire vas-y, on va faire un truc ensemble et on va t'aider à t'en sortir. Merci pour ces mots. Ouais. Et sur le sujet, on va faire quelque chose ensemble. Moi, ce que je peux te proposer, Maxime, c'est comme je te l'ai dit, j'organise des épreuves de cyclisme ultra-distance un peu partout en Europe, puisqu'on a Race Across France, Belgium, Suisse, Paris, Québec maintenant. Je ne sais pas si tu peux faire la mise en relation, mais en tout cas, moi, je suis prêt à chaque année mettre des dossards à disposition pour ce mouvement, pour les 2 mouvements dont tu as parlé, de tes collègues qui sont des blessés de guerre. Et si l'ultra-distance, le cyclisme ultra-distance est quelque chose qui leur permet de se reconstruire, de retrouver confiance en eux, et en tout cas de se relancer, en tout cas de se soigner, avec grand plaisir, ou tous les ans, je suis prêt à mettre des dossards à disposition pour justement que ces personnes-là puissent avoir un objectif chaque année. Parce que l'ultra, tu le sais, c'est pas quelque chose que tu décides le lundi pour le samedi, mais quelque chose c'est un point que tu positionnes sur le calendrier des mois à l'avance et qui te permet justement de te projeter. Donc ça emmène avec toi plein de valeurs, mais aussi plein de sous-objectifs pour être prêt au bon moment. Et si ça peut permettre à ces personnes de se fixer un objectif et en tout cas de le positionner sur le chemin de la reconstruction, ça serait avec grand plaisir. Donc on en parlera hors micro et on se recontactera, mais en tout cas sache que voilà, c'est avec grand plaisir que tous les ans on est prêt à mettre des dossards pour participer aussi à ça. Et bien, tu verras sans doute des gens engagés sous les drapeaux
par ce biais-là d'ici quelques temps. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi, Maxime, pour ce témoignage. Ça me tenait à cœur de partager ce parcours, de partager cette histoire, cette tranche d'histoire, hein, parce que je le répète, mais qu'est-ce qui fait qu'on est libre aujourd'hui ? C'est il y a 80 ans. Voilà, c'est des femmes, des hommes qui se sont voués corps et âme dans ces batailles, dans ce débarquement, et le parcours que vous avez fait à vélo pour justement mettre à l'honneur tout ça et en même temps faire en sorte que des collègues se reconstruisent, c'est important pour moi. Un grand merci, Maxime, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur le vélo ou à côté. Mais en tout cas, n'hésite pas, si un jour, si on se croise, à te manifester et à venir me voir pour qu'on puisse échanger. Merci beaucoup, Maxime, et puis au plaisir de se croiser. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.